Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous et bienvenue pour une autre chronique hebdo Altistoria, l'émission qui prétend, avec grande modestie bien évidemment, mettre en lumière notre histoire locale. Parce que notre histoire locale, altiligérienne, chers auditeurs, vous le savez parce que vous me suivez toutes les semaines, elle est riche, elle est très très riche. Elle a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions. Elle s'est construite, notre société de Haute-Loire, au fil des siècles, avec les régimes politiques du pays, les religions, les traditions, les croyances, mais aussi la géologie. Oui, chers auditeurs, en effet, celle-ci pourrait bien expliquer certaines de nos origines, voire même une partie de nos croyances. Alors pour vous emmener avec moi dans cet univers, le temps d'une chronique, dans l'histoire des terres volcaniques du Velay, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Frédéric Lavacherie. Bonjour Frédéric. Bonjour Loïs. Merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Vous avez 17 ans, Frédéric, quand en 1963, Haroun Tazieff, géologue, votre père, vous fait découvrir le Massif central à pied avec une boussole et des cartes géologiques et d'état-major. C'est alors que vous concevez le projet de venir habiter du côté du Gerbier un jour. Mais après avoir échoué au bac, votre père vous envoie à l'usine. Oui. Puis vous passez les concours d'entrée en maths sup, puis maths spé. Vous quittez cependant les études d'ingénieur parce que vous n'aimez pas l'ambiance concurrentielle qui s'y trouve. Vous devenez alors artisan potier, puis menuisier de profession. Depuis 2006, vous consacrez votre énergie à la sauvegarde de l'œuvre Tazieff, votre père, qui était donc géologue, célèbre géologue. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet et aussi l'auteur de la découverte en 2015 d'une relation organique des fresques paléolithiques de la grotte Chauvet-Pont d'Arc avec le territoire volcanique du Vivarais-Velay. Président fondateur du Centre Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre et de l'unité de recherche internationale transdisciplinaire Tazieff-Goma, vous œuvrez pour faire connaître les travaux de votre père et votre étude sur les liens géologiques entre le Mézin et Chauvet en Ardèche. J'ai bien résumé ? Oui, c'est ça. C'est ça. Je préciserai quand même que mon père Haroun Tazieff est surtout connu comme volcanologue, alors qu'il est effectivement au départ géologue. C'est comme ça qu'il a découvert les volcans. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai été amené à découvrir dans les fresques de Chauvet, alors c'est pas dans la vraie grotte, j'y suis jamais allé, mais à partir des ouvrages de spécialistes et des ouvrages de vulgarisation dont nous disposons concernant cet extraordinaire ensemble des fresques de la grotte Chauvet, qui est l'ensemble pictural le plus fabuleux qui soit dans toute l'histoire de l'art, à mon avis, pas seulement pour la préhistoire. Et donc j'ai été amené à faire l'hypothèse qu'il ne pouvait pas y avoir de symbolisme de nos paysages volcaniques dans les fresques de Chauvet. J'ai fait cette hypothèse en 2013 et en 2015, j'ai pu démontrer que c'était exact. Frédéric, notre chronique s'appelle « Le Mézin et la terre volcanique du Velay ». Donc avant de rentrer dans les détails de votre étude passionnante, j'aimerais vous poser une première question. Qu'est-ce qu'on entend par terre volcanique du Velay ? Eh bien, c'est quelle zone géographique en fait ? Le Velay. Le Velay pour l'essentiel, c'est-à-dire le Velay court, disons, de l'endroit où nous nous trouvons, le massif du Mézin, donc disons entre les sucs de l'Issingelet où nous sommes maintenant, jusqu'au suc de Boré, mais côté Haute-Loire. Quoique la frontière entre Vivarais et Velay, elle est floue. Les floues sont des anciennes provinces qui ont toujours été très liées l'une à l'autre, dont les traditions, les histoires politiques, les histoires de puissance de seigneurs ou de puissance d'évêques sont complètement entremêlées entre les deux. C'est très difficile de dissocier. Maintenant, ceci dit, sur le plan de la géologie, puisqu'on est parti sur la géologie, il y a effectivement une frontière qui est floue d'ailleurs, entre le Velay et le Vivarais. Et le Velay démarre, disons, aux frontières de la Haute-Loire, limite Ardèche, et du côté oriental, et du côté occidental, ça va jusque dans la haute vallée de l'Allier.
Voilà, donc c'est quand même l'essentiel, pas complètement, mais une bonne partie de la Haute-Loire qui constituait l'ancienne province du Velay. Il se trouve que cette ancienne province du Velay est largement dominée pour les paysages qu'on a sous les yeux par les volcans. Alors justement, ces volcans, est-ce qu'ils sont tous éteints, nos volcans altigériens, Frédéric? Est-ce qu'ils peuvent se réveiller un jour? Oui. Oui, mais il faut préciser quand même. C'est-à-dire que nous sommes dans l'ensemble du Massif central français, dans une zone qui est active sur le plan de ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette notion, qui explique comment, cette tectonique des plaques, cette notion qui explique comment les continents bougent, se forment, disparaissent, engloutis dans les profondeurs des entrailles de la Terre, par de grands cycles, de très grands cycles. Là, on est sur un cycle qui doit avoir à peu près 600 millions d'années, le cycle dans lequel nous sommes. Donc c'est à une échelle dont on ne peut pas se représenter. Eh bien, c'est le fait que les masses continentales bougent, c'est lié au volcanisme. C'est-à-dire que le moteur qui fait bouger les plaques, qui fait cette tectonique, cette architecture dynamique des plaques qui fracture la croûte terrestre. La croûte terrestre est comme une coquille d'œuf avec fracturée d'un peu partout, ça ce sont les continents. Et bien ces plaques sont entraînées par des grands mouvements d'une matière très, très, très dense et très solide, qui nous paraît très solide si on pouvait y aller, qui est sous la croûte terrestre. La croûte terrestre, c'est la coquille d'œuf, c'est très mince. Et en dessous, le blanc de l'œuf, en quelque sorte, est affecté de grands courants de transmission de chaleur par la circulation de la matière. Imaginez, nous sommes quand même encore en Auvergne, une potée auvergnate que vous mettez sur le fourneau. Il y a beaucoup de matière, c'est riche, il y a des légumes, il y a de la viande, il y a un peu d'eau quand même aussi, donc c'est assez relativement fluide. Vous mettez ça sur le fourneau, la partie de la potée auvergnate qui est en contact direct avec la plaque du fourneau, elle va chauffer plus vite que ce qui est au-dessus. Et donc cette partie-là va se dilater. Donc la même quantité de matière va occuper un volume plus grand et va monter par ce qu'on appelle la force d'Archimède. Et ça monte. Et puis arrivé vers le haut de la marmite, ça se refroidit, ça se contracte, ça redescend. Eh bien, le blanc de l'œuf de la croûte terrestre, sous la croûte terrestre, c'est la même chose. Il y a des grands courants de convection qui brassent la gigantesque potée auvergnate que constitue la marmite terrestre, en quelque sorte. Et c'est par là que les continents bougent à cause des forces qui sont exercées sur les continents par ces grands courants de convection. Et c'est ça qui donne naissance au volcanisme. Quand des plaques s'écartent, un passage est fait pour que du magma jaillisse sous l'effet de la pression des gaz, et c'est ce qu'on appelle le volcanisme. Et ça affecte tout le Massif central. J'en reviens à votre question. Est-ce que c'est susceptible de se réveiller? Oui. Où? On ne sait pas. Quand? On ne sait pas. Ça pourra très bien se produire en Haute-Loire, en Ardèche, dans le Puy-de-Dôme. Le volcan le plus près de se réveiller, c'est le lac Pavin, dans le Puy-de-Dôme, qui est un volcan actif qui sommeille. Alors lui, on sait qu'il est actif. Et comment on le sait? On le sait, ça a été découvert il y a une quinzaine d'années par une petite équipe de géotechnique, donc une petite société de géotechnique qui avait été chargée par les autorités par la préfecture et les autorités du Puy-de-Dôme de trouver une explication au fait que les eaux du lac Pavin étaient polluées par les lisiers, par l'épandage de lisiers. Et ils ont découvert, ces gens-là, qu'en réalité, contrairement à ce qu'on croyait, le lac Pavin se trouve au centre, en quelque sorte, d'une espèce d'immense entonnoir qu'on ne pouvait pas percevoir à l'œil nu, évidemment, dans le paysage, et qui ramenait vers le lac Pavin tout ce qui était étendu comme lisier, mais sur un grand rayon à la ronde, sur les pâtures. Et ils ont été très surpris de ça, ils ont poursuivi leurs investigations, et ils ont découvert au fil de ces investigations que des quantités énormes de gaz volcanique jaillissaient ça et là autour du lac Pavin. Et ça a été une énorme surprise.
J'ai connu ces gens-là quand j'ai commencé à faire mon travail de sauvegarde de l'œuvre Taziev, c'était en 2008, et je leur ai amené le collègue d'Aaron Taziev, l'ami d'Aaron Taziev qui s'appelait François Le Guern. On l'appelait Fanfan Le Guern, qui était à l'époque, il est mort en 2011, malheureusement un peu trop tôt, mais à l'époque, il était le volcanologue le plus expérimenté de la planète, notamment en matière d'émissions de gaz volcaniques. C'est lui qui, le premier, au sein des équipes Taziev, a conçu avec deux électroniciens le premier instrument de mesure en continu des gaz qui sortent des volcans actifs avant leur contamination par l'air, en maintenant les gaz à température et à pression. Donc c'est quand même un gars pointu. Hein. Oui. Et je l'ai vu plonger ces tubes doseurs dans les évents d'émissions de gaz volcaniques que les géotechniciens avaient découverts. Et je le vois, je fais le geste à la radio, on ne le verra pas, mais je fais le geste pour vous, plonger son espèce de thermomètre à gaz, c'est pas un thermomètre, hein, c'est pour analyser la composition des gaz volcaniques et surtout la teneur en CO2 qui est émise dans ces évents. Et au bout de je ne sais plus combien de secondes, il ressort et dit « Oh, c'est un volcan actif ». Comme ça, quand ce gars-là vous dit « c'est un volcan actif », alors tous les autres spécialistes du monde peuvent dire « non, il se trompe ». Moi, je dis « ce gars-là, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit ». Dans vos écrits, Frédéric, vous parlez d'un couloir large de 5 km comprenant les sites du Moulin de Perbé, du Mézin, du Gerbier des Joncs, qui pourrait rejoindre Chauvet en Ardèche. Alors, sur quels éléments on peut s'appuyer pour dire qu'il peut y avoir un lien, en termes de chaîne volcanique, hein, entre le Mézin et Chauvet? Alors, je peux vous répondre par deux types d'arguments. D'une part, le processus qui m'a amené à faire cette hypothèse, un processus chronologique en quelque sorte, et d'autre part la logique qu'il y a derrière cette hypothèse. Je commence par la chronologie des choses. C'était en 2011, je pense que c'était à l'automne 2011, avec quelques amis, nous participions à l'organisation traditionnelle d'une randonnée aux alentours de Boré qui s'appelait la Ronde des Sucs. Je crois qu'elle n'existe plus maintenant, cette randonnée, mais ça a duré des années. Et avec notamment l'un des amis, je préparais cette randonnée et je lui dis, est-ce que tu sais que nous avons 4 volcans très très particuliers qui sont alignés au pied du Mézin et qui sont emblématiques du massif du Mézin. C'est le lac de Saint-Front, les Narses de Chauderolles, la plaine des Champs à Boré et le lac de Saint-Martial. Ces 4 volcans-là sont alignés et ils sont tout à fait caractéristiques de ce qui se passe lorsque l'eau et le feu se marient. Quand, au plan de la géologie, il y a le feu du magma qui remonte et qui rencontre de l'eau par exemple d'une nappe phréatique, ce mariage-là est immédiatement explosif, comme beaucoup de mariages, mais celui-là en particulier est très 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 impressionnant. Et la mise en pression de l'eau prisonnière de la roche, c'est-à-dire l'eau de la nappe phréatique, une nappe phréatique, c'est pas un lac sous terre, hein, c'est une éponge rocheuse gorgée d'eau. Oui. Et lorsque le magma arrive, précédé par des gaz extrêmement chauds, hein, on est à peu près à 1100 degrés, là, quelque chose dans ce goût-là, l'eau prisonnière de la roche entre en ébullition. Mais cette vapeur ne peut pas sortir. Il n'y a pas de tuyau de sortie, il n'y a pas de gigantesque soupape de sécurité pour éviter que le couvercle de la cocotte minute ne saute sous la pression. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que ça explose. Exactement comme si une cocotte minute n'avait pas de soupape de sécurité. Et ça fait péter la croûte terrestre, mais d'une façon absolument cataclysmale. Ça vous découpe la croûte terrestre comme si un gigantesque emporte-pièce avait enlevé un couvercle. Et le système pulvérise cette explosion, qui n'est pas une explosion chimique, c'est une explosion comme un pneu qui éclate. Hein. Ce n'est pas l'explosion d'une bombe. Eh bien, cette explosion pulvérise la roche, pulvérise le bouchon de roche rocheuse que le magma a essayé de franchir. Et donc là, c'est de la roche froide. Et puis en même temps, le magma lui-même est pulvérisé aussi, la colonne supérieure du magma est pulvérisée, tout ça est projeté en l'air, ça peut monter à des centaines de mètres de haut, et puis ça redescend. Une partie de la matière qui redescend bouche le conduit, une autre partie s'étale autour de l'évent qui s'est créé. Et puis, voilà, c'est tout. Eh ben non, c'est pas tout. C'est-à-dire que le système s'est purgé de son énergie, mais s'il y a encore du magma qui revient et s'il y a encore suffisamment d'eau aux alentours dans la nappe phréatique, tout ça se remonte en charge, remonte en puissance et ça repète une deuxième fois. Et ça peut péter 100 fois de suite
à des intervalles qui sont variables selon l'énergie potentielle de ce système au feu. Et ça peut péter des dizaines ou des centaines de fois de suite, à intervalles de quelques minutes ou à quelques heures, je n'en sais rien du tout, je pense que c'est très variable. Moi je suis spécialiste de rien du tout dans tout ça, je vous parle de choses dont je ne suis absolument pas spécialiste, mais à force de m'interroger sur la question, à force de me renseigner auprès des scientifiques et de lire, je suis devenu un vulgarisé de ces questions-là, et donc ce que je vous dis là correspond à ce que la science a établi jusqu'ici. Donc je vous le transmets. Voilà. Alors ça s'appelle des mares, M2AR. Beaucoup de gens maintenant commencent à connaître ce terme dans nos régions, mares, M2AR. C'est un terme que les géographes allemands ont appliqué à ce type de volcan. Et on a au pied du Mézin 4 volcans, les 4 que j'ai cités, qui sont alignés et qui sont des volcans qui non seulement sont caractéristiques du mariage explosif de l'eau et du feu, mais qui sont aussi... qui laisse comme trace au sol, en quelque sorte, une sorte de nombril. C'est-à-dire que le cratère est très profond, mais au moment de l'explosion, il peut s'accumuler des dizaines de mètres, voire une centaine de mètres de projection tout autour, mais on voit bien qu'il y a une espèce de cratère tout rond qui se forme et l'érosion va au fil des dizaines de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années, l'érosion va raboter tout ça et on a les nares de Chauderolles, on a le lac de Saint-Front, on a le lac de Saint-Martial, on a la plaine des Champs Abordés. Mais ce que je voudrais préciser immédiatement, c'est que ces 4 volcans-là sont nés sous les yeux de Néandertal, il y a environ 250-260 000 ans, c'est-à-dire que des gens dotés comme nous du langage qui nous permet d'échanger aujourd'hui, qui est un langage spécifique à l'humain, un langage qui nous permet de nous interroger et d'interroger nos interrogations à l'infini en quelque sorte. C'est ça la spécificité de notre langage. Et des hommes ont vu ça il y a environ 260 000 ans. Je dis ça à mon ami avec lequel nous préparions la ronde des sucres et il me dit « Ah mais attends, est-ce que tu sais que nous avons en Ardèche 4 chapelles qui sont dédiées à Saint Andéol et qui sont rigoureusement alignées et équidistantes de 20 km. Je dis non, j'en savais rien du tout, je ne suis pas au courant. Mais je dis, mais à tous les coups, tes chapelles sont alignées sur mes volcans. J'ouvre la carte IGN, paf, c'est un seul alignement. De Bourg-Saint-Andéol sur le Rhône à Saint-Front, c'est un seul alignement qui aligne les chapelles de Bourg-Saint-Andéol, de Saint-Andéol de Berre en Ardèche méridionale, de Saint-Andéol de Vals, près de Vals-les-Bains, et de Saint-Andéol de Fourchade, à côté de Saint-Martial. Et donc tout ça, ça lierait donc, notre région du Mézin jusqu'à Exactement. Chauvet, en Ardèche. Exactement, c'est-à-dire que l'hypothèse que je me suis faite avec mon ami à ce moment-là, c'est que si on a consacré des lieux de culte dans l'alignement de ces volcans qui sont nés sous les yeux de l'humain, il y a de fortes chances que l'humain d'alors aura repéré dans le prolongement de la faille par laquelle les volcans sont nés des manifestations telluriques dont on ne sait quelle nature, ça peut être d'ordre des circulations hydrothermales, des émissions, des changements de je ne sais quel champ de force électromagnétique ou je ne sais quoi, je ne connais rien, mais on peut imaginer qu'il y ait eu de façon rythmée des émanations qui sortent des profondeurs de la croûte terrestre et qui sont sorties à l'occasion de la gigantesque secousse ou de système de secousse qui a secoué toute cette région Vivarais-Velay il y a 250 000 ans. Voilà. Et que donc des lieux ont été sacralisés et qui auront été christianisés au IXe siècle. Ça, c'est l'hypothèse que nous étions faite et qui m'a ouvert à l'idée qu'il pourrait y avoir une connexion d'ordre organique entre la façon dont les humains qui ont arpenté le sud de l'Europe et notamment l'Ardèche et la Haute-Loire il y a des centaines de milliers d'années ou il y a des dizaines de milliers d'années, que ces humains-là ont été sensibles à des manifestations qui sont inscrites dans le paysage d'une certaine manière, on ressent par tous les pores, mais également par l'observation visuelle, et qu'ils auront eu un récit de tout cela qui incorpore dans une légende ou dans une mythologie leur façon de rendre compte de ce dont ils ont été témoins ou de ce qu'ils ressentent et d'en rendre compte par une cohérence de récit qu'on appelle une légende, un mythe, etc. et qui se traduit, qui pourrait se traduire, ça c'est l'hypothèse que j'ai faite dès 2012-2013
pourrait se traduire dans le fait que dans les fresques de Chauvet, il devrait y avoir la trace de telle légende ou d'une telle compréhension du monde dans les représentations des grands animaux, des grands mammifères qui sont dans les fresques de Chauvet, ces grands mammifères symbolisant en quelque sorte les représentations du monde que pouvaient se faire les hommes d'alors. Et dans ces représentations du monde, il devait nécessairement y avoir la fascination que l'être humain a pour le phénomène éruptif, pour le mariage par le feu de la terre et des cieux. Alors justement, est-ce qu'il y a des phénomènes éruptifs constatés sur les fresques paléolithiques de Chauvet? Alors, j'ai fait cette hypothèse à partir de 2013. Je participais alors à l'élaboration du dossier qui allait permettre à la Montagnarde des Choises d'entrer dans le réseau UNESCO des géoparcs. Donc il y a un géoparc mondial UNESCO de la Montagnarde des Choises depuis 2014, et pour pouvoir accéder à ce réseau mondial sous l'égide de l'UNESCO, il fallait que nous ayons un dossier très solide. Et j'ai proposé au comité de pilotage, c'est au sein du PNR des Monts d'Ardèche. À l'époque, j'étais élu au conseil municipal de Chauderolles, et à titre d'élu, je participais au PNR des Monts d'Ardèche et au comité de pilotage pour la création de ce géoparc. Et donc, j'ai proposé à tout le monde que l'on envisage l'hypothèse qu'il pouvait y avoir un rapport organique entre les fresques de Chauvet et cette Montagnarde des Choises que l'on voulait faire entrer dans ce circuit UNESCO, donc ce circuit international. J'étais assez mal reçu, il faut le dire, parce que ça heurte ce que les scientifiques savent, ce qu'ils ont établi, ce qui leur paraît sûr. Et ça leur paraît relever d'une imagination complètement débridée. Et donc je ne suis pas arrivé à convaincre quiconque d'ailleurs de la pertinence d'une telle hypothèse. Et quand j'ai reçu la liste des 100 sites géologiques remarquables de la Montagnarde des Choises, étendue à cette commune de Haute-Loire, cette commune du Mézin ou alentour de Haute-Loire, dès que je voyais 3 points alignés de sites géologiques remarquables, on avait établi une centaine de sites, j'ai tracé une droite, j'ai tracé une ligne. Puisque j'avais la ligne des Andéoles et des mares du Mézin, j'ai tracé une droite. Et alors, assez curieusement, très logiquement, j'ai reproduit la carte tectonique du Vivarais et du Velay, c'est-à-dire les lignes de fracture de la croûte terrestre, qui sont grosso modo, les principales sont nord-ouest-sud-est, ça c'est la ligne des volcans, sud-ouest-nord-est, et puis à peu près sud-nord et est-ouest, plus ou moins. Bon, ça c'est les 4 grandes directions principales de failles qui dessinent nos paysages par la géologie, par la tectonique des plaques et la combinaison de la tectonique et du volcanisme. Comme ça que la structure du pays est faite, et c'est comme ça que le paysage est structuré. Entre les lignes de crête et les fonds de vallée, tout procède de là. Et ayant fait ça, je me suis aperçu qu'il y avait une ligne parallèle à ma ligne initiale qui allait, comme vous l'avez rappelé, du moulin de Perbet en gros à Chauvet. Pas à Chauvet, qui allait oui, en fait, à l'époque, c'était du moulin. Non, ma ligne initiale, c'était les 4 volcans dont je vous parle, les 4 mares et les 4 andéoles. Et puis j'ai vu qu'il y avait une ligne parallèle à celle-là, qui se situait à l'ouest, à environ 4-5 km de la première, et qui prenait alors celle-là du moulin de Perbet jusqu'à la grotte Chauvet. Pas tout à fait la grotte Chauvet, du moulin de Perbet jusqu'à Saint-Michel d'Ardèche. Et j'ai exploré cette ligne, et ça passe par le Mézin, ça passe par le Gerbier, ça passe par le Répic, ça passe par... etc. Et en explorant cette ligne, je me suis rendu compte que nous étions juste à côté de la grotte Chauvet. Quelle place a le Mézin dans cette chaîne volcanique, du moins dans la chaîne volcanique de Haute-Loire? C'est le point d'altitude culminant, le Mézin en Haute-Loire. Pourquoi est-ce que c'est le point d'altitude culminant? Est-ce qu'il a une place particulière dans cette chaîne volcanique, ou c'est le hasard qui fait que ce soit le point d'altitude culminant? Non, c'est vraiment lié à la façon dont nos paysages actuels ont été façonnés au cours des 30 à 15 derniers millions d'années. Il y a 30 millions d'années, alors je vais remonter un petit peu plus loin, il y a environ, mettons 200 millions d'années, nous étions ici
dans un paysage très plat, vallonné, mais une plaine, comme disent les géologues. On voit à peu près ce que ça pourrait signifie, le mot plaine. C'est une plaine, mais pas tout à fait une plaine. C'est un peu... C'était l'époque des dinosaures. Hein, alors ça, c'est... Oui, et avant probablement. Et donc, avant ça, il y avait eu les continents étaient rassemblés. Il y a environ 300 millions d'années en un seul. Tous les continents, par cette tectonique des plaques, on était à une phase, il y a un peu plus de 300 millions d'années, où tous les continents étaient rassemblés. Et ce mouvement de concentration des continents a fait surgir une immense chaîne de montagnes qui a pris en ceinture tous ces continents, qui s'étaient regroupés, une chaîne de montagnes qui valait bien l'Himalaya d'aujourd'hui. Et puis, ça, c'était il y a 300 millions d'années. Et puis, en environ 50 millions d'années, l'érosion très, très, très intense due au climat a raboté cette chaîne de montagnes. Et il y a environ, mettons, une centaine de millions d'années, on avait cette pénéplaine. Alors là, je suis en gros à une centaine de millions d'années. Et puis, nos continents commencent à bouger, etc. On trouve des racines de cette montagne, cet Himalaya primitif, aussi bien en Amérique qu'en Russie, et donc chez nous. Et il y a 30 millions d'années, alors que les continents s'étaient séparés, et qui continuent à bouger, ils continuent toujours à bouger, et il y a un mouvement, en quelque sorte, il y a une espèce de mouvement qui rapproche la plaque africaine de la plaque européenne, et puis il y a une plaque un peu autonome, qui est la péninsule ibérique, qui s'est décrochée du côté des îles britanniques, et qui a entamé un mouvement pivotant pour venir percuter la France par le sud, et engendrer les Pyrénées. Et les Pyrénées ont commencé à surgir, à s'élever il y a environ 30 millions d'années, du fait de ce mouvement complexe de plaques qui dérivent parfois en décrivant des courbes, donc c'est très complexe. Et donc, il y a 60 millions d'années, les Pyrénées surgissent. Et puis, il y a 15 millions d'années, ce sont les Alpes qui commencent à surgir à grande allure. Et dans ce mouvement, les Alpes exercent une pression, un poids considérable sur un point précis, c'est-à-dire que les Alpes, ce sont au départ des fonds marins qui, par ce mouvement de convergence de plaques, s'affrontent et se dressent à la verticale alors qu'ils étaient horizontales. Et ça met un poids considérable sur un point précis de la côte terrestre, ça pèse sur tout ce qui est en dessous. Et par contre-coup, ça a soulevé notre région, le Velay-Vivarais, à la bordure sud-est du Massif central, de 1000 mètres. Il y a eu l'effondrement du bassin du Rhône. Et par contre, imaginez que moi, qui pèse quand même pas loin de 90 kilos, je m'assois sur un matelas. Vous savez, il y avait ces matelas aquatiques, ces matelas d'eau, là, un matelas. Et puis je m'assois avec mes 90 kilos. La personne un peu légère qui est à côté de moi, elle va monter. C'est un peu comme si moi j'étais les Alpes avec mes 90 kilos et quelqu'un de plus et un enfant à côté, c'est-à-dire la bordure sud-est du Massif central, il remonte. Et on est remonté comme ça, on est remonté de 1000 mètres. Et dans ce mouvement-là, des fractures se sont créées dans cette croûte terrestre cette croûte terrestre était la racine de granit de l'ancien Himalaya. C'est le granit du Velay que l'on voit affleurer au Mézin, juste en dessous de la dent du diable, que l'on voit affleurer aussi, c'est le plus haut affleurement, je pense, quand on va des Estables vers le Gerbier de Jonc, à la sortie des Estables, un peu à gauche, on voit un affleurement, il y a une carrière de granit là, et puis le Chambon-sur-Lignon, c'est du granit de partout. Voilà. Et donc c'est ce granit-là qui va être fracturé lors de cette remontée de notre région de 1000 mètres de haut, et les fractures vont laisser sortir du magma qui va donner nos volcans. Voilà, ça c'est l'explication géologique de cette histoire, avec, pour ce qui concerne le Mézin, j'en reviens à votre question, quelque chose de tout à fait exceptionnel, et ça ne concerne pas que le Mézin, ça concerne le Mézin et le Mégale. Imaginez que on a sous le Mézin et sous le Mégale, on a évidemment une espèce de grande étendue de cette racine granitique de la vieille montagne il y a 300 millions d'années. Mais on voit bien quand on est au Mézin, ou quand on circule du Mégale au Mézin, on voit bien qu'on a une pente assez raide, rapide vers le bassin du Rhône, par les Boutières, et qu'on a vers l'ouest une pente aussi vers le bassin du Puy. Et donc cette espèce de ligne de crête
sommitale entre Mégale et Mézin a quelque chose de très particulier parce que c'est la plus grande hauteur de toutes nos régions. Et très curieusement, pour ceux qui connaissent un petit peu le pays, il doit y en avoir pas mal parmi vos auditeurs, j'imagine, nous avons un paysage similaire, très semblable, sur la bordure extérieure du Mégale, ce sont les sucs de Lissagelais, et sur la bordure extérieure du Mézin, ce sont les sucs de Borée. Ces deux ensembles de sucs, c'est-à-dire de pointements volcaniques, fait à la fois de dômes et de pyramides. Ce sont quand même deux modes d'expression très semblables, mais différents, d'expression de la lave, du magma, par les cheminées volcaniques. Soit des dômes, soit des pyramides. L'explication des dômes est assez simple parce qu'on a vu aujourd'hui des dômes se former, par exemple, enfin quand je dis aujourd'hui, à notre époque, dans les années 40, au Japon, une sorte de Mont-Signon, puisque je viens de Chauderolles, est sorti de terre. C'est comme le Volamont aussi, pour ceux qui connaissent. Enfin, on a une série de dômes, c'est une poussée de lave très visqueuse, la phonolite, qui gonfle, qui chauffe tout, qui cuit les sols, et puis qui monte en quelques années, ça forme un dôme. Il peut y avoir des petites coulées qui se mettent de là, mais c'est la formation de ces dômes. Ça peut être documenté par observation directe dans les années 40 au Japon. Mais en ce qui concerne ces pyramides que sont, par exemple, le Gerbidjon, ou que sont, pas loin d'ici, le suc de Saussac, ou une série de sucs que nous avons dans l'Isle-Saint-Gelais, avec une forme beaucoup plus pyramidale, c'est pas tout à fait, c'est un peu différent quand même comme processus, mais on ne sait pas très bien comment ça s'est mis en place. Mais sur le plan paysager, de ce que tous les hommes ont toujours pu observer dans ce pays, nous compris, c'est qu'il y a une sorte de symétrie entre Mégale d'un côté, Mézin de l'autre côté, deux volcans très complexes, qui sont aux deux extrémités hérissés de ces dômes et de ces pyramides, et entre les deux, c'est relativement calme, relativement plat, comme si on avait une espèce d'altère, d'altère pour géants qui pratiquent l'haltérophilie, avec à chaque bout des espèces de boules ornées de pics. Je n'ai pas d'exemple, je ne connais pas d'exemple de paysage volcanique qui offre cette particularité-là. Et le fait que nous soyons en bordure sud-est du Massif central, qui est monté de 1000 mètres, je le dis, et que ça nous mette côté oriental une pente assez raide vers le Rhône, côté occidental une pente plus douce, mais quand même une pente vers le bassin du Puy, ça donne à cet ensemble Mégale-Mézin des caractéristiques très 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 particulières, et le Mézin domine tout ça. Il a donc dans l'imaginaire humain depuis toujours ici, le Mézin a joué et joue encore un rôle ou une fonction de polarisation culturelle dont on n'a pas nécessairement conscience, mais qui prend tout le monde, qui prend chacun. Alors vous parlez de polarisation culturelle, vous liez d'assez près l'anthropologie et la géologie. Quels sont les liens concrets, Frédéric, qu'on peut avoir entre les deux, entre l'anthropologie et la géologie? Comment la géologie peut nous aider à connaître davantage notre anthropologie et vice-versa? Tout simplement parce que nous sommes des êtres vivants et que tout le vivant sur Terre doit s'adapter à son milieu de vie, à son environnement. Et comment le vivant, végétal ou animal, s'adapte à son environnement? Tout simplement en produisant une culture qui lui est propre, qui lui permette de s'adapter à cet environnement. Et nous, les humains, nous avons une façon très particulière de nous adapter à cet environnement qui est déterminée par non seulement le fait que nous soyons des êtres vivants, que nous soyons des animaux à cervelle, que nous soyons des animaux à cervelle mammifère, et que parmi ce dernier ensemble, les animaux à cervelle mammifère, nous sommes dotés d'une forme de langage qui nous semble tout à fait particulière, c'est-à-dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, le langage qui nous permet d'interroger notre environnement et de répondre à nos interrogations de telle sorte que nous puissions interroger nos propres interrogations. Je précise, quand le langage nous est arrivé, c'était il y a environ 2 millions d'années en Afrique, probablement en Afrique centrale de l'Est, dans une région de volcans, semblable à la nôtre.
Et nous étions alors ce que les archéologues, les anthropologues, les paléoanthropologues, les scientifiques appellent, nous étions des chasseurs-cueilleurs. C'est vrai. Mais dire que nous étions des chasseurs-cueilleurs ne nous distingue pas des écureuils, qui sont chasseurs et cueilleurs eux aussi. Personne, apparemment, ne s'est penché sur notre propre histoire et nos caractéristiques culturelles en disant que nous étions déjà à l'époque des tailleurs-sculpteurs de lave, tailleurs-sculpteurs de pierre. C'est très différent de dire que les hommes préhistoriques étaient des chasseurs-cueilleurs que de dire que les hommes préhistoriques étaient des tailleurs-sculpteurs de lave, des artisans, des artistes. Au même moment où ils étaient chasseurs-cueilleurs, ça ? Ah ben bien sûr, mais nous le sommes toujours, chasseurs-cueilleurs. Moi, je ne suis pas chasseur, mais il y a d'autres qui chassent pour moi. Les éleveurs, les gens dans les abattoirs, les bouchers, ils chassent pour moi. Et je suis cueilleur, de toute manière. On cueille des fraises, des framboises. Bon, on reste des chasseurs-cueilleurs, même si notre mode de production, d'échange et de civilisation économique est très différent de ce qui était le cas du temps des hommes préhistoriques. Mais nous parlons ici non pas de notre rapport à l'environnement sur le plan économique. Ça, effectivement, c'est important de dire que nous étions des chasseurs-cueilleurs. Nous devons aussi répondre à notre environnement sur le plan de ce qui nous angoisse. Nous sommes probablement les seuls animaux fascinés par le spectacle terrifiant de l'éruption volcanique. Je n'ai pas trouvé d'exemple dans la littérature qui s'occupe du comportement des animaux, et notamment des grands singes, comme les chimpanzés ou les gorilles. Je n'ai pas trouvé d'exemple qu'on ait vu un animal fasciné par une éruption volcanique. Alors justement, par rapport aux éruptions volcaniques, est-ce que vous pensez que les premiers hommes de Haute-Loire, vous nous rappellerez la datation, hein, mais est-ce qu'ils ont pu observer régulièrement dans leur vie quotidienne des éruptions volcaniques ? Et si oui, est-ce qu'on pourrait le dater, le situer à peu près dans le temps ? Alors oui, pour moi c'est une évidence, mais je nuancerai quand même votre question en disant que pour moi, il suffit qu'un jour, un humain ait vu une éruption pour que le récit de ce qu'il a vu fasse 25 000 fois le tour de la Terre. Quitte à être transformé, ce récit est transformé comme l'est le téléphone arabe, mais quand même avec la racine initiale de ce récit, elle sera indélébile. Or, les premiers hommes dotés de ce langage dont je parle ont arpenté l'Europe méridionale il y a certainement 1,5 million d'années, probablement pas loin de 2 millions d'années déjà. Et en Haute-Loire ? Et alors, en Haute-Loire, 1,5 million d'années, c'est contesté par certains archéologues, mais moi, pour moi, ça ne fait aucun doute, et probablement avant 1,5 million d'années. Parce qu'il y a 2 millions d'années, on était dans le sud de l'Espagne. Il n'y a aucune raison que des gens qui aient fait des milliers de kilomètres pour sortir d'Afrique se soient arrêtés au sud de l'Espagne. Bon, ils ont parcouru le Languedoc. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient nomades, mais ils ont rencontré... Alors, il y a deux choses qu'il faut dire. Un, ils ont très bien pu rencontrer des volcans en éruption, soit en Espagne, soit dans l'Hérault, soit en Haute-Loire, soit dans le Cantal, soit dans le Puy-de-Dôme. Mais c'est attesté. Il y a quand même une très très forte présomption inscrite dans les découvertes des archéologues que l'homme était présent il y a 1,5 million d'années en Haute-Loire. Et là, ils ont été nécessairement en présence d'un volcanisme actif. Même si les éruptions n'étaient pas fréquentes, même si les gens n'étaient pas nombreux, la probabilité pour que quelques personnes aient vu quelques éruptions est quand même très forte. Et de toute manière, il ne faut pas oublier, ça c'est le deuxième aspect, que ces gens-là sont sortis d'Afrique en ayant un récit sur les éruptions volcaniques. Et c'était des tailleurs de lave, des gens qui pouvaient faire des dizaines de kilomètres pour aller chercher le bon gisement de lave. Et dans le même temps, dans la même civilisation en quelque sorte, ils voyaient comment cette matière première qu'ils recherchaient parce que c'était la matière noble dans laquelle inscrire leur projet de création, parce que c'était des créateurs, sculpteurs, tailleurs, sculpteurs, ces gens-là n'ont pas pu ne pas remarquer que cette pierre qu'ils recherchaient, elle sortait des entrailles de la Terre par ce spectacle terrifiant qu'est l'éruption volcanique. Et c'est donc un dragon de feu qui naît par une énergie colossale qui vient des entrailles du globe. Alors, je ne sais pas quels étaient leur vocabulaire pour le dire, mais vous voyez bien que ça sortait
d'un endroit invisible et inaccessible, et ça sortait sous l'effet d'une énergie absolument phénoménale, terrifiante, angoissante au diable, c'est bien le mot qui convient, et que l'énergie qui produisait ce dragon de feu, qui lui-même allait donner la pierre nouvelle qu'ils allaient rechercher, cette énergie, quel était le destin de cette énergie? Ce sont les cieux. Donc ils ont été en présence d'un spectacle angoissant, meurtrier, terriblement meurtrier, mais fécond en même temps, puisque ils auront très vite remarqué que après une éruption, le terrain est extrêmement fertile, que la végétation y croît beaucoup plus vite qu'avant, que c'est nourricier, y compris pour les animaux, c'est nourricier pour tout le monde, et que donc cette mort qui arrive par le feu engendre une vie nouvelle, et une pierre nouvelle. Et ça, il faut le traiter par un récit. Moi, je prétends, mais alors là, c'est vraiment mon imagination, que devant un tel phénomène, ces gens qui étaient des tailleurs-sculpteurs de pierre, avant que nous ayons le langage, devant ce phénomène, ils font le rapport entre la pierre qu'ils cherchent et le dragon de feu, la coulée de là. Et puis, il faut partager. Et puis, les mots arrivent, ils doivent arriver, le verbe doit arriver, la syntaxe doit arriver, parce que sinon, on meurt. On ne peut pas abaisser notre niveau d'angoisse, nous apaiser par une réponse à nos interrogations, qui amène d'autres interrogations à l'infini, mais de là naît le langage qui fait que c'est par ce langage et cette culture que nous allons nous adapter à notre environnement. Voilà ma réponse sur le lien organique entre le monde volcanique et la culture de l'humanité. Alors justement, vous parliez de langage, vous faites aussi un lien entre légende, croyances populaires et géologie. Oui. Donc les deux auraient des similitudes, en tout cas des liens. Comment est-ce que les légendes, les croyances populaires peuvent-elles être influencées par la géologie et vice-versa? Quel lien il y a entre croyances locales et la géologie? Alors le lien, il est double. Il y a d'une part le lien que je viens de vous décrire, c'est-à-dire la nécessité pour nous de nous adapter à notre environnement, à notre milieu de vie, à ses fluctuations, à ses dangers, à ses risques, de nous y adapter par la production d'une culture qui est travaillée, qui est produite en permanence par le langage qui est le nôtre, qui est notre façon de partager nos interrogations et nos expériences avec le groupe. Et puis d'une façon plus précise, en ce qui concerne le lien avec le territoire volcanique, par exemple, qui est le nôtre, et l'émergence de mythes et de légendes qui sont liés au volcan, eh bien, cette adaptation à notre environnement est d'autant plus, va d'autant plus marquer notre culture par des mythes et par des légendes que nous aurons été impressionnés par le paysage et par ce que nous offre le paysage comme spectacle de catastrophe. Je pense aussi, comme je le disais tout à l'heure, que l'homme est probablement le seul animal du spectacle du mariage par le feu de la terre et des cieux. J'étends cette hypothèse en disant que l'homme est probablement le seul animal du spectacle de catastrophes. Or, les catastrophes sont des catastrophes qui sont produites par une géologie vivante du globe, qui marie à la fois la tectonique des plaques et les fluctuations du climat. Aujourd'hui, tout le monde voit ce que ça veut dire. Et que on a là, à mon avis, l'une des sources primordiales, c'est-à-dire première, originelle et permanente du récit humain. Et ce récit humain peut être légendaire, mythologique ou scientifique. Mais ce n'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Le regard du poète, ou du dramaturge, c'est-à-dire du poète de l'effroi, et le regard du naturaliste scientifique se sont toujours croisés depuis que nous avons le langage. Petit à petit, les choses s'institutionnalisent, se différencient. Mais aujourd'hui, le scientifique qui n'a pas gardé sa part de poète, ou le poète qui n'a pas, qui se refuse à la part de rationalisme dont il est porteur, ces deux-là vont aller dans des voies divergentes de recherche d'une vérité. Or, elles sont convergentes. Il faut vraiment marier le regard et l'imagination du poète au regard et l'imagination du scientifique. Des exemples de croyances Oui, alors je vais en prendre un que l'on peut lire dans les fresques de Chauvet, à mon avis. C'est une légende qui court à propos du lac d'Issarlès. Le lac d'Issarlès, comme le lac de Saint-Front, le Nars de Chauderolles, la plaine des Champs à Boré ou le lac de Saint-Martial, ou le lac du Bouchet ou le lac Pavin, le lac d'Issarlès, c'est un cratère phréato-magmatique, donc qui est produit par le mariage explosif de l'eau et du feu.
Ce lac d'Issarlès est le siège d'une légende. Cette légende dit, il y a très longtemps, les gens ont été complètement exaspérés par un dragon qui mangeait tout le monde. Il mangeait les enfants, il mangeait les femmes, et puis il mangeait les paysans aussi, il mangeait tout le monde. Et ils ont commencé à en avoir marre. Alors ils ont vu que ce dragon aimait bien le feu, il était fasciné par le feu. Ils ont allumé un gigantesque brasier. Le dragon, attiré par cette friandise magnifique, a avalé d'un coup ce gigantesque brasier, mais tellement vite que ça lui a brûlé les entrailles. Pour calmer le feu de ses entrailles, le dragon a avalé toute l'eau de la Loire. Ça lui a calmé les entrailles. Et quand il a été calmé, il a recraché l'eau de la Loire, ça a donné le lac d'Issarlès. Eh bien, je vois dans cette légende, qui est rapportée sur les panneaux d'infographie qu'il y a au bord du lac d'Issarlès. Et donc, les offices de tourisme ont mis là une information sur ce lieu remarquable, d'où on voit le Mézin. Et on lit cette légende sur ce panneau. Et moi, j'interprète cette légende très facilement, très facilement. Mais elle marie pour moi, cette légende, deux phénomènes éruptifs volcaniques qui sont distants d'environ 80 000 ans. Le premier phénomène s'est produit il y a environ 80 000 ans, et c'est le surgissement du suc du boson. Le suc de boson qui domine la vestite du Pal, pour ceux qui connaissent, donc c'est pas très très loin d'ici, mais c'est en Ardèche. Et ce suc de boson a émis une coulée de basalte qui a barré le cours de la Loire, de la Jeune Loire. Et la Loire s'est asséchée en aval et a formé un lac assez important en amont. Les scientifiques d'aujourd'hui ont bien analysé le phénomène, ils l'ont découvert d'abord le phénomène, et puis ils l'ont analysé, notamment une géomorphologue qui s'appelle Emmanuelle de Fives, qui est l'une des personnes qui connaît le mieux toute cette histoire géologique et géomorphologique du cours de la Haute-Loire. Ça a été l'objet de sa thèse. Et donc, elle nous renseigne là-dessus de façon très précise. Donc, un dragon de feu, la coulée du boson, a avalé toute l'eau de la Loire. Et puis, d'un autre côté, vous avez le lac d'Issarlès qui, 80 000 ans plus tard, probablement, c'est pas encore bien daté, connaît une éruption cataclysmale qui est une éruption très curieuse. C'est une éruption comme on a connu le lac Pavin. C'est une éruption de gaz volcanique, c'est-à-dire du gaz volcanique s'accumule dans un réservoir, soit dans les profondeurs du lac, soit en dessous des eaux du lac, où le gaz peut s'accumuler et ne pas pouvoir sortir parce que de la lave s'est argilisée sous l'effet des gaz notamment, et offre une surface imperméable au gaz qui s'accumule dessous. Et que le gaz se soit accumulé sous le bouchon du cratère ou dans les profondeurs des eaux du lac, où il s'accumule parce que les eaux sont tellement profondes, il y a une telle pression de la partie supérieure de la lame d'eau du lac qui est très importante, il y a une pression telle que le gaz qui continue à sortir du volcan s'accumule là, se dissout là au fond et ne se mélange pas aux eaux qui sont au-dessus, et donc il y a une montée en charge d'un grand réservoir de CO2 volcanique. Dans les deux hypothèses, un phénomène fait que le réservoir se brise et ça libère des millions de mètres cubes de CO2, qui est plus lourd que l'air, et qui se substitue immédiatement à l'atmosphère ambiante et se substitue à l'atmosphère respirable, et toute vie, on est tous asphyxiés, les animaux comme les hommes sont asphyxiés. En sortant des eaux du lac, ces millions de mètres cubes de gaz projettent les eaux du lac en l'air, ça fait de gigantesques gerbes, ce n'est pas des gerbes de lave, ce sont des gerbes d'eau projetées par le gaz volcanique. Quand ces gerbes retombent dans le lac, ça crée une vague de débordement. Cette vague de débordement crée un tsunami local qui ravage tout sur son passage, mais qui très rapidement se calme parce que c'est pas comme si ça dévalait un torrent qui dévalait une montagne de 1000 mètres. Comme une nuée ardente. Comme une nuée ardente. Oui, mais là, c'est pas une nuée ardente dans la mesure, d'abord, c'est pas aussi chaud qu'une nuée ardente, et ensuite, c'est moins énergétique quand même, beaucoup moins énergétique. Et ça s'est passé au lac Pavin. Je connais la théorie, je connais la vérification de cette théorie par les spécialistes. Et donc, un jour de 2015, en mai 2015, j'ai vu dans une revue d'archéologie qui s'appelle Dossier d'archéologie, qui était consacré, un numéro spécial consacré aux fresques de la grotte Chauvet, j'ai vu un article consacré à un panneau de la grotte Chauvet qui s'appelle le panneau du Mégacéros. Et quand j'ai vu ce dessin, je dis mais ça c'est le lac d'Issarlès, qui est en éruption hydrogazeuse comme l'a été le lac Pavin. Au-dessus c'est le volcan du Cherchemus, il y a un signe qui ressemble très fort au Cherchemus. Et au-dessus, c'est le Mézin. Il y a un double signe qui ressemble furieusement au Mézin. Donc nous aurions là
inscrit dans les fresques de Chauvet depuis 36 000 ans la carte de la vallée de la Véradère, et qui est une carte exposant un risque majeur, qui est celui de ce type d'éruption hydrogazeuse qui peut être mortelle. Et donc quelqu'un l'aura observé d'une hauteur où ça ne l'aura pas tué, parce qu'il aurait été au-dessus de la nappe de CO2, et le récit qu'il en a fait aurait été transcrit dans la grotte Chauvet, si ce n'est pas le témoin lui-même qui l'aurait inscrit lui-même. Et donc j'ai fait cette hypothèse en chambre chez moi, devant une revue, et je me suis dit, mais si j'ai raison, je devrais trouver aux abords du lac d'Issarlès la trace qu'il y a eu ce type de tsunami local. En 4 heures, j'ai trouvé la trace. Je l'ai fait analyser par l'un des meilleurs hydrogéologues et géotechniciens du Massif central, qui s'appelle Thierry Del Rosso, et c'est lui qui est à l'origine de la découverte du même phénomène au lac Pavin, avec 2-3 autres. Il y en a un qui s'appelle Pierre Lavina, et puis il y en a un Belge aussi qui s'appelle Gérald Ernst, donc une petite équipe qui a étudié ces questions-là. J'ai appelé Thierry Del Rosso, il a analysé, il a pris des échantillons dans ce que j'avais pointé comme pouvant être la trace de ces dépôts dus au charriage, à cette espèce de tsunami lacustre en quelque sorte. Et il a fait ses analyses, il a dit, écoute, c'est la même granulométrie qu'au lac Pavin, même cause, même effet. Ce qui s'est passé au Pavin, s'est passé au lac d'Issarlès. Voilà comment j'ai été amené à préciser ces hypothèses. Merci Frédéric. Je vous en prie, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler du Mézin et de la terre volcanique du Velay. Chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié être en notre compagnie pendant une petite heure. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre chronique hebdo Altistoria. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.